La crise du Covid a mis le doigt sur la problématique de la chaîne de valeur. Le défi, c'est d'arriver à mieux comprendre les différents écosystèmes et à en identifier les éventuelles failles. Alors est-il possible de suivre le principe Think Global, Act Local ? Les matières premières deviennent des denrées rares maintenant. Every time you have a construction site, you have a different supply chain. Le secteur automobile européen, c'est un secteur très fort, mais qui a des faiblesses. Et les faiblesses, on les voit maintenant. J'ai fait ce que mes enfants ils font. Je suis allé sur YouTube et j'ai googlé comment produire un masque chirurgical. Bienvenue dans le podcast de Lux Innovation. En collaboration avec le Luxembourger Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation. La pandémie a plongé les entreprises dans une crise à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la pénurie de matériel ou de problèmes logistiques. Dans ce contexte, le rôle de Lux Innovation était et reste de premier plan pour établir le contact avec les entreprises, surtout les plus petites d'entre elles, afin qu'elles gardent la tête hors de l'eau. À cela vient s'ajouter la nécessité de garantir la durabilité des entreprises pour rester compétitifs et d'accélérer le développement dans le domaine de la digitalisation. Caroline Müller est responsable du secteur matériaux et manufacturing chez Lux Innovation. Cela fait bientôt 6 ans qu'elle y travaille et en rétrospective, les effets de la crise du Covid sont indéniables. Les conséquences, effectivement, ça a été des retards de production, des retards de livraison, une hausse des prix, effectivement, qui a été également catastrophique et qui continue avec la crise actuelle en Europe centrale. Donc c'est vrai que les entreprises, après la crise Covid, elles ne s'en sortent pas forcément mieux parce qu'il y a d'autres crises qui arrivent. Donc il faut repenser effectivement la façon dont on produit en Europe. Comment peut-on protéger nos industries en Europe et les redynamiser pour faire face à toutes ces crises qui étaient improbables il y a encore quelques années. C'est aussi la question pertinente quand on parle du secteur ou de l'écosystème du manufacturing. Caroline Müller nous fournit la définition. Alors clairement, le secteur manufacturing, ce sont toutes les activités dites de production. Donc on produit quelque chose. Donc ça englobe également les petites entreprises et l'artisanat. Les activités de service ne font pas partie du secteur, du core business manufacturing. Et effectivement, avec notre département Market Intelligence, on a construit un mapping. Donc, on a à peu près 450, 500 entreprises qui font de la production pure au Luxembourg et à peu près 350 qui font des activités de service qui gravitent tout autour de ces activités manufacturières, notamment tout ce qui touche à la digitalisation, l'informatisation, etc., etc. Dans ce secteur manufacturier, on a 72% d'entreprises qui sont des PME de moins de 50 employés. Donc ça, c'est vraiment très important de le dire, c'est qu'on a des très grands groupes au Luxembourg, notamment dans le domaine de la chimie ou de l'automobile, mais on a en majorité des petites entreprises et très petites entreprises qu'il faut aller aider. Et les activités principales, on l'a dit, c'est tout ce qui touche à la métallurgie, les produits métalliques, la construction et les processus de transformation des métaux. Ce sont vraiment les 3 secteurs principaux, les 3 activités principales au Luxembourg. Ensuite, vous avez les activités medical device et tout ce qui est fabrication d'équipements et de machines. Le secteur du manufacturing joue donc un rôle important dans l'économie luxembourgeoise. Et il est confronté aux défis liés à la chaîne de valeur. Alors, de manière très très simple, une chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités qui encadrent la production d'un service ou d'un produit. Donc clairement, ça part de l'extraction de matières premières jusqu'à la commercialisation du produit ou du service. Donc il y a 5 activités principales pour une entreprise, par exemple, les opérations internes, la production, la logistique, les ventes, le marketing et les activités de service. Donc c'est tout ça, c'est pas seulement une filière, c'est vraiment toutes les activités qui encadrent la mise en place, la commercialisation d'un service ou d'un produit. On a parlé à 2 personnes qui se sont penchées sur un secteur spécifique. Benny Mantin est professeur en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université du Luxembourg. Et Francesco Ferrero est le directeur du département IT pour services innovants au Luxembourg Institute of Science and Technology, le LIST. Dès le début de la pandémie, 13 différents instituts de recherche au Luxembourg ont participé à la task force du gouvernement. Une d'entre elles était responsable pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'identifier les problèmes et les répercussions et d'en tirer des conclusions. Benny Mantin affirme que les chaînes d'approvisionnement étaient toujours exposées à des pressions avec des perturbations. Celles-ci sont devenues presque quotidiennes. Now the impact is
almost everywhere. You don't know where it will emerge. It is affecting not only your supply that may come from different places, it also affects your demand. We have lockdown, we have quarantines, we have employees are blocked from accessing their workplace, and therefore some supply and capacity that should deliver to downstream agents is blocked. We have ports that are not operating because of massive disruptions, and the number of people who are infected is excessively high, as we have seen with some ports in China. Then we have all the way to the final consumers, and if consumers are staying at home, suddenly the demand is shifting to other markets. They are changing their profiles. So the amount of variations that decision makers have to deal with has been astonishing. Nevertheless, I think we have witnessed that supply chains, generally speaking, are functioning. People are not starving because of lack of food. We know that we have observed empty shelves here and there. But the bottom line is that we are fairly resilient. Nevertheless, many are rethinking their supply chains. Cela ne signifie pas que les entreprises vont commencer à délocaliser leurs sites de production immédiatement, mais il y a des défis quotidiens et c'est un processus. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, bien que, comme le remarque Francesco Ferrero, la guerre en Ukraine souligne encore plus les problèmes existants. I think this is a concern on two levels. So first of all, that we have a major dependency from Russia as a provider, notably of natural gas. And there are countries such as Italy, my country, where, for instance, roughly 40% of the electricity is generated from gas imported from Russia. So it's not only about heating, but also about electricity, which means immediately industrial production, etc. And it's not so easy and so quick to change this. This takes time. So the problem is, how much time do we have before this threat to suspend the flow of gas might materialize? And we need to use this time very well, of course, to diversify the sources and to plan ahead and to see how we can change, adapt the system to a potential interruption of this flow. La leçon à tirer est la suivante. Il faut se préparer à d'autres perturbations. Mais Francesco a été impressionné par les chaînes d'approvisionnement entièrement nouvelles, par exemple pour la distribution des vaccins, qui a été, selon lui, un vrai succès. Francesco et Benny ont analysé le secteur de la construction, compte tenu de son importance dans l'économie avec environ 50 000 travailleurs. La pénurie de main-d'œuvre et de matières premières a créé des retards dans les projets et des changements de prix, mettant beaucoup de pression sur les acteurs. Ils ont tenté d'évaluer la situation sur le terrain et ont comparé notre situation nationale avec celle des pays voisins. The construction is organized in a very specific way that is project-oriented, and everything is converging onto the construction site. And there are increasingly alternative modes where you can reorganize work so that things become a little bit more efficient. You can do things in parallel. Basically, the Lego type of construction. So you come to the site, you can do all the paperwork in parallel, and the components, the Lego pieces arrive there, and you simply assemble them on the site. So in a way, you are delegating work to manufacturers who can do things more efficiently. It can be more expensive, but the question now is, how do you trade off the cost associated with that and the efficiency on the site? Ils ont proposé 5 mesures clés qui pourraient être mises en œuvre. One of them is the shift from project-based to product-focused process. So this means that instead of having the single construction site where every construction will have its own characteristics, you're trying to industrialize the process. So it's becoming a little bit more of a commodity. So you're focusing on the product, and you're also focusing on how you are aligning all the different stakeholders to make sure that they are in agreement to provide a consistent product at the end.
The current thinking, when you have a project based, every time you have a construction site, you have a different supply chain, a different value chain. You have a different installer of windows and different installer of pipes. Different company will do the digging and so forth. Once you're moving to a product focused, you are streamlining, you have a consistent supply chain, they develop trust, and they will start sharing information and knowledge between the different stakeholders. The way in which houses are built today is not so different from what it was done even centuries ago. You can better synchronize, you can better distribute the information across this chain, and this can have a huge impact, for instance, on your ability to deliver just in time and to respect the delays and to prevent delays, because when something is delivered, the actor that has to take the further step with that element is aware that this material will arrive at that specific moment. He will be there with the necessary equipment, space will be allocated on the construction site, etc. And this, unfortunately, is not systematically done today. And there are also other tools. We work a lot in LIST, for instance, with the BIM, building information modeling systems that can tell, for instance, what is the bill of materials that will be used to construct, to deliver a specific project with a high degree of precision. And then you can use this data in order to do your planning and your forecast in a more agile way. And then there are other technologies, of course, 3D printing, automation, drones, all these things start to be used more and more in the sector and show promising results. Il faut établir le profil des chaînes d'approvisionnement qui sont d'une importance cruciale pour le pays et inciter les entreprises et toutes les parties prenantes à la diversification. Le prix n'est pas le seul facteur d'amélioration, comme le précisent Francesco Ferrero et Benny Mantin. It can be done bottom-up and top-down. So bottom-up is to start from the end consumers, which we have here, and see what are the fundamental needs, and then go through the flow of goods that are entering Luxembourg and the continent. And the other way around is to look at the series of raw materials. Where do they come from? Do we have exposure to certain geographic allocations? And start doing the same exercise the other way around. In the US, they have identified a number of raw materials that they classified as being of critical importance. And I think we should do the same, both ways. And I understand there is some preliminary work in this direction so that we can identify the risk and decide if we want to address, and if yes, then how. I think that Luxembourg strives in an open society and in an open ecosystem when the flows of materials can go freely, but also when people can move freely. We are dependent on a number of essential workers, for instance, that come from other countries, and this was very clearly seen during the COVID crisis for the medical personnel, for instance. And therefore, it should, let's say, keep pushing for an open society to remain the paradigm. Caroline Müller de Lux Innovation complète ses réflexions. On doit également repenser l'économie en économie circulaire, c'est-à-dire les matériaux. On doit pouvoir entrer dans le processus qu'on appelle des 3 R, donc rénover, réutiliser et recycler. Donc chez Lux Innovation, on travaille également sur un projet sur le recyclage chimique. Donc pas à l'échelle du Luxembourg, mais à l'échelle grande région. C'est-à-dire que les matières premières deviennent des denrées rares maintenant. Donc effectivement, il faut pouvoir réutiliser les matériaux qu'on a sur place. Dans la construction, on parle également de déconstruction. Pensez à construire un bâtiment qui va pouvoir être déconstruit et dans lequel on pourra récupérer les fenêtres, les charnières, peut-être les panneaux de bois. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer les défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Michel Schutz est le directeur de Santé Service, une filiale de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman. Avec la crise,
on a commencé à se diversifier. On était amené à commencer à travailler les approvisionnements pour les hôpitaux. Donc, on a commencé à acheter des masques, des gants, dans tout ce qui manquait au début de la crise Covid. Après, on a pensé pourquoi ne pas commencer à produire certains articles nous-mêmes. Donc, on a fait du gel hydroalcoolique et on a installé à Luxembourg la première production de masques chirurgicaux et après FFP2 aussi. On a aussi participé dans la conception du large-scale testing. Donc, on a fait toute la logistique du large-scale testing, la planification des sites, les ressources et le project management du large-scale testing. Si jamais Luxembourg était vraiment coupé du monde, qu'on devait vraiment fonctionner nous-mêmes, vous serez capable de continuer votre production et de développer votre entreprise? Je pense que la question, elle est très simple et elle est non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, environ 70% de tous les médicaments et des dispositifs médicaux sont produits en Asie. Le plus grand producteur de médicaments mondialement, personne ou peu de gens le savent, c'est les Indes. Et la majorité des produits, des dispositifs médicaux viennent de Chine. C'est illusoire de penser qu'on pourra être autarque dans les années qui viennent. Il y a des sociétés qui travaillent dessus pour ramener de la production, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années. Des petits effets géopolitiques peuvent avoir une très, très grande répercussion sur une supply chain. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde comprend. Si on transporte un produit via avion de Chine à Luxembourg, le chemin direct, il est au-dessus de la Russie. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés aéronautiques qui ne peuvent plus voler au-dessus de la Russie, donc ils doivent prendre un détour. Détour est égal à plus de temps, est égal à plus de kérosène, donc impact sur la capacité et sur le prix direct. Encore un exemple, les masques que nous on produit à Luxembourg, et c'est vrai pour tous les producteurs de masques européens qui se sont établis durant la crise, par exemple, eh ben la majorité de ceux-là, ils sont en banqueroute. Pourquoi ? Parce que ils ne réussissent pas à vendre des produits locaux au gouvernement. Donc, c'est impossible de gagner une soumission publique. Pourquoi ? Parce que les États, ils achètent surtout sur le prix. Et puisqu'on a des contraintes de salaire, de loyer, des contraintes environnementales différentes que la Chine, par exemple, un producteur européen sera toujours plus cher. Donc, il faudra nécessairement qu'on accepte de payer des prix un peu plus chers. On parle de centimes, hein. On ne parle pas d'euros sur un masque, par exemple, mais pour l'instant, la façon dont l'économie fonctionne et surtout comment les États ils achètent, un producteur européen n'a aucune chance. À la fin de la journée, au lieu d'acheter sur un prix d'un produit, il faudrait vraiment se poser la question quelle est la valeur ajoutée économique d'un produit localement. Et je pense que la solution et la réponse va être complètement différente. Du coup, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est passé avec les masques, comment est venue l'idée, et puis comment vous les produisez et tout, parce que vous en semblez bien fiers, donc allez-y. Alors, moi, je suis un ingénieur mécanicien de formation, donc au début de la crise Covid, quand on a commencé à s'alimenter nous-mêmes, parce que les chaînes locales étaient cassées, on travaillait beaucoup avec la Chine. Donc, il y a 6 heures de décalage. Donc, on s'était organisé pour être présent la nuit, pour être prêt tôt le matin en Chine pour chercher des matières et pour conclure les marchés. Donc, une nuit, j'étais là à mon bureau et j'avais un masque devant moi et je me suis dit, ça peut pas être si compliqué que ça de construire un masque chirurgical. J'ai pris mes ciseaux, je l'ai coupé, et j'ai vu que en fait, il y a quelques couches, il y a des élastiques, il y a une petite bande métallique, le nose bridge dedans. La deuxième chose que j'ai fait ce que mes enfants ils font. Je suis allé sur YouTube et j'ai googlé comment produire un masque chirurgical. J'ai vu les machines. J'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Les machines n'étaient pas très grandes. Je suis allé sur Alibaba.com. J'ai vu que des machines complètes sont à disposition. Prochaine étape, on a commencé à faire un business plan. Je suis allé devant mon CA et j'ai dit on va faire une machine à masque. Ils ont dit oui. Voilà. Ça, c'est le début de l'aventure.
Et donc, vous en produisez combien Alors, juste pour vous dire, en 2021, on en a vendu 8,2 millions à Luxembourg. Wow. OK. Et vous en vendez aussi à l'étranger, en plus? Moins, mais je dis 85%, 90% de la production, elle reste quand même à la maison. C'était une idée un peu folle. Je suis fier qu'on a fait quelque chose localement ici pour le pays. Et je peux juste dire, il y a plein de gens, peut-être à l'extérieur, qui ont des idées pour faire des projets similaires. N'hésitez pas. La vie est trop courte pour louper des belles opportunités. Paul Schockmühl est le CEO de IEE. Une de ses activités est le développement et la production de cartes électroniques. Mais sa spécialité, c'est l'invention, la conception et la production de capteurs capables de détecter, de compter et de classifier des personnes ou des objets. Quelques 500 millions de voitures dans le monde ont été équipées par IEE au cours des 30 dernières années. Dans la voiture, on a maintes applications. Le soi-disant seatbelt reminder, ou en français, le rappel à la ceinture de sécurité. Le deuxième produit important, c'est BodySense. C'est un capteur aussi dans le siège, beaucoup plus grand. Autre technologie qui détecte la présence d'un enfant ou d'un bébé et par conséquent va déactiver l'airbag passager parce qu'il est un certain danger pour les petits occupants. Et le troisième produit que je veux mentionner, c'est le plus récent et celui qui contribue beaucoup à la croissance de la société pour les années à venir, c'est le soi-disant hands-off detection. C'est un capteur intégré dans le volant qui détecte la présence de mains sur un volant et ceci est utilisé en combinaison avec le soi-disant ACC, c'est le Automatic Cruise Control et le Lane Departure Warning. C'est dans des voitures qui peuvent rouler déjà d'une certaine manière automatiquement sur une autoroute. Par exemple, là, avec le Covid, on a vu que parfois on essayait de limiter le nombre de personnes dans un bâtiment, comme un centre commercial, aéroport ou d'autres endroits. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut être dévié aussi. Vous avez bien raison, ça peut être utilisé pour des raisons commerciales. Un projet pilote qu'on avait fait dans la commune d'Echternach, où on a fait installer des capteurs à l'extérieur, parce qu'en fin de compte, le maire d'Echternach voulait savoir dans leur zone commerciale, combien de personnes passent pendant quelle période de la journée ou quelle période de l'année. Et dès que cette installation a été faite, il y avait des grandes surprises parce qu'ils n'avaient jamais compté auparavant le nombre de personnes à l'intérieur de leur ville. Et ça leur donne le moyen, en fin de compte, de faire des promotions pour attirer des gens pendant des jours où la ville est moins fréquentée. On est bien d'accord qu'il faut importer certaines matières premières pour pouvoir produire. C'est tout à fait logique. Maintenant, si on essayait de se limiter à l'Europe, ce serait possible, par exemple, parce qu'on voit maintenant avec le Covid qu'on a parfois du mal à faire venir certains matériaux. On a avec la Russie maintenant qui est sortie de la plupart des canaux. Est-ce que ça, peut-être, ça a un impact aussi sur votre production? Donc, est-ce que ce serait possible de dire, voilà, maintenant, on ne fonctionne plus qu'avec l'Europe? Le secteur automobile européen, c'est un secteur très fort, mais qui a quand même des faiblesses. Et les faiblesses, on les voit maintenant, on les réalise de plus en plus depuis quelques années, pas seulement à travers, disons, la guerre en Ukraine, mais aussi avec la crise en approvisionnement, le développement, mais surtout la production de semi-conducteurs. Il faut que l'Europe s'organise, il faut que ce soit aussi centralisé, je dirais, par la Commission européenne, parce qu'on parle d'investissements énormes qui sont rarement faisables par des sociétés privées. Pour donner un chiffre, le plus grand producteur de semi-conducteurs au monde, c'est TSMC, qui se situe au Taïwan. Il a décidé maintenant d'investir 100 milliards d'euros dans des nouvelles capacités de production. C'est des chiffres énormes et il y a très peu de sociétés en Europe qui peuvent sécuriser un financement pour de tels projets. C'est-à-dire, c'est des projets qu'il faut faire à l'échelle européenne.
Je pense la même chose, c'est valable pour le développement et la production de batteries. C'est aussi des investissements énormes. Je pense aussi au niveau européen, il faut sécuriser l'accès à des énergies naturellement durables, mais aussi abordables, et sécuriser aussi l'accès à des terres rares et aussi certains gaz inertes qu'il faut pour des processus de production. La même chose, ce qu'il faut, il faut avoir une stratégie, une politique en place, en fin de compte, pour éduquer des ingénieurs dans le domaine du software. La demande déjà dans le secteur automobile pour des ingénieurs de software pour les 10 années à venir peut pas être couvert par toutes les universités de l'Europe. Et c'est seulement le secteur automobile qui a un appétit énorme pour de tels ingénieurs, mais aussi les autres secteurs cherchent les mêmes profils. Quand on parle de solutions transfrontalières, il existe un réseau dont Luxinnovation est l'un des partenaires nationaux, à côté de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. EEN est le Enterprise Europe Network, qui facilite la collaboration entre différents partenaires au-delà des frontières, par exemple en grande région, mais aussi en Europe et même en dehors des frontières de l'Europe. Rémi Grisard, qui fait partie de l'équipe SME Performance, nous donne l'exemple VTD. Donc VTD recherchait un partenaire technique, principalement en grande région, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop éloignés de leur bureau au Luxembourg. Et ça, dans le cadre du développement d'un nouveau produit. Donc VTD, c'est une entreprise qui est active dans tout ce qui est plancher de terrasse principalement. Et ils avaient une nouvelle gamme de produits qu'ils souhaitaient mettre en place et qui nécessitait de trouver un partenaire qui puisse les aider à fabriquer l'outil qui permet d'installer ce nouveau parquet-là. Et donc, on a utilisé nos relations dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network, et notamment au niveau de la grande région, parce qu'on est très souvent en contact avec les partenaires du Grand Est en France, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, de la Wallonie, Bruxelles, les Flandres. Et grâce à ces contacts privilégiés qu'on a avec ces gens-là, on a réussi à trouver un partenaire à VTD en Rhénanie-Palatinat. Et grâce à ce partenariat, eh bien, ils ont pu lancer cette nouvelle gamme de produits. Et ils sont en train de travailler de plus en plus avec ce partenaire technique-là. En guise de conclusion, Caroline Müller de Luxinnovation explique qu'il y a différents gaps auxquels il faudra répondre dans les prochaines années, dont un problème très important qui ne se limite pas qu'au Luxembourg. Il faut pouvoir former les gens tout au long de leur parcours professionnel, donc former également les étudiants dans les écoles, mais également pouvoir soutenir les gens tout au long de leur parcours professionnel, leur donner des nouvelles formations, ce qu'on appelle upskilling, pour qu'ils puissent travailler dans des nouvelles conditions qui sont maintenant imposées, notamment par des législations européennes. La décarbonisation, c'est un problème mondial et toutes les entreprises vont devoir répondre à ces législations en vigueur. On réfléchissait également à mutualiser certaines compétences dans certains zonings industriels au Luxembourg, et des entreprises qui partagent, par exemple des techniciens de maintenance. Ça, c'est vraiment des réflexions intelligentes. Je sais que ça se fait en France aussi, mais avoir des pôles de compétences dans certains zonings. J'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin d'un mécanicien, d'un mécatronicien, plutôt que d'en avoir un par entreprise, qui puisse tourner dans un secteur donné. Ça, sont des réflexions qu'il faut avoir. Alors, Luxinnovation peut pas, mettre en œuvre ce type de projet parce que c'est pas dans nos missions, c'est dans les missions de l'ADEME, clairement. Mais on peut travailler de pair avec les entreprises, avec l'ADEME pour pouvoir réfléchir à comment structurer ces besoins-là et répondre aux besoins des industriels. Parce que, comme vous dites, champ des métiers dans l'artisanat, je pense que c'est vraiment le secteur qui est le plus touché à l'heure actuelle.